Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Kickstarter 100 or Not le jeu Ragnarok. Ragnarok, c'est un jeu du même auteur de Gordon Hamilton qui est l'auteur de Santorini, un jeu qui avait bien marché avec Roxley Games il y a quelques années. Il est récidive avec un autre jeu de type abstrait, de stratégie, dans lequel on va essayer d'être plus brillant que son adversaire, de mieux positionner ses pions que son adversaire, avec une twist semblable à la Santorini dans laquelle on va avoir un jeu de base auquel on peut jouer, mais auquel on peut rajouter des cartes de dieu qui vont venir changer complètement la donne. C'est à la base un jeu 1 contre 1, il y a un mode pour jouer à 2 contre 2, il y a même un mode solo avec une espèce d'automa, mais je vais te parler principalement du mode 1 contre 1. Si tu es un amateur de jeux abstraits, reste à l'écoute. Fait que je te montre comment on installe le jeu, comment on y joue. Je te reviens à la fin te dire ce qu'on en pense. Donc, au niveau de la mise en place, tout ce qu'on a à faire, c'est de placer notre plateau au centre du jeu. Le plateau, c'est littéralement l'insert qui sert à serrer le jeu et on va déposer le plateau par-dessus en s'assurant d'aligner les 4 espèces de petits pegs avec les 4 trous qui sont dans le plateau. Le plateau est réversible si jamais on veut un côté avec un petit peu plus de décor. Une fois que ça c'est fait, les joueurs vont se distribuer les 6 vikings de départ. Chaque joueur va commencer avec 3 vikings. On va déterminer au hasard qui est le premier joueur qui sera il va prendre les pions blancs. Il va aller placer ses 3 vikings, le premier joueur, sur le côté où il y a 5 hexagones. Fait que si j'ai 5 hexagones, je vais aller placer mes 3 vikings juste ici parce que je suis le joueur blanc. Le deuxième joueur, il va aller placer ses 3 vikings directement en face, donc dans les 3 cases centrales du côté où il y a 9 hexagones sur le rivage. On va garder nos pierres runiques pas loin du plateau de jeu, parce qu'on va en avoir besoin évidemment pendant la partie. Et pour le jeu de base, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si on joue au jeu avancé, en plus de ça, on va avoir notre deck de cartes de dieu. On va piger au hasard 2 cartes de dieu dans tout ce deck-là. Le premier joueur, donc le joueur blanc, va lire les 2 cartes, va choisir laquelle des 2 cartes lui va avoir pour la partie, et il va donner l'autre carte à son adversaire. Fait qu'il ne fait pas juste choisir son pouvoir, il choisit le pouvoir de son adversaire. Fait qu'on a un mini draft en début de partie. Si on trouve que les 2 pouvoirs sont très cool, ben il va quand même falloir en donner un à notre adversaire. Mais sinon, pour le jeu de base, si on fait juste apprendre à jouer, on n'a pas de dieu, on est prêt à commencer. L'objectif de Ragnarok, c'est de marquer des points de victoire. Pour marquer des points de victoire, on va avoir à tenter d'isoler des vikings dans des zones qui seront fermées. Les vikings peuvent avoir 2 statuts, peuvent être nomades ou sont sédentaires. Dans ce cas-ci, j'ai un viking qui est sédentaire, étant donné qu'il est seul dans une zone fermée. Dès que ça se passe, ce viking-là ne joue plus, il n'est plus contrôlable, on ne peut plus interagir avec ce viking-là. Et il va marquer des points de victoire à la fin de la partie, égal au nombre de cases de la zone dans laquelle il se trouve. Donc évidemment, si un adversaire réussit à m'emprisonner dans une toute petite zone, je ne marquerai pas beaucoup de points de victoire. Et à l'inverse, si je réussis à couper une grande zone et que je suis seul dedans, je vais marquer beaucoup de points de victoire. Fait qu'on essaie de manipuler le plateau pour s'isoler, mais dans les plus grands espaces possible. Maintenant, au niveau d'un tour de jeu, comment ça fonctionne, c'est hyper simple. En commençant par le premier joueur, donc le joueur blanc, le joueur va choisir l'un de ses vikings. Disons que je choisis mon viking central. Je vais le déplacer en ligne droite en allant aussi loin que je veux. Fait que je pourrais aller jusqu'ici ou je pourrais aller jusqu'ici sans aucun problème. Disons que je décide de m'arrêter ici. Et une fois que je me suis déplacé, je vais faire apparaître une pierre unique n'importe où de façon orthogonale par rapport au viking que je viens de déplacer. Fait que je peux le faire apparaître n'importe où sur une ligne droite autour de l'endroit où j'ai terminé mon déplacement. Fait que peut-être que je pourrais le faire apparaître là. Les vikings et les pierres uniques vont bloquer autant le déplacement que le placement de pierres uniques. Fait que par exemple, au rendu autour du joueur rouge, s'il veut faire bouger ce viking-là ici, ben, il peut aller jusqu'ici maximum. Puis si jamais je décide d'arrêter son déplacement ici, par exemple, ben, je pourrais faire apparaître une pierre jusqu'ici, n'importe où. Mais si je vais dans ce sens-là, la seule zone où je pourrais aller, c'est ici parce que mon placement est déplacé. Et on fait tout simplement continuer comme ça. Fait qu'après, peut-être que je pourrais aller là, puis vouloir placer une pierre ici. Peut-être qu'après, mon adversaire voudrait aller comme ça ici. Puis il voudrait placer une pierre ici, il commence à essayer de se créer une zone, fait que je vais essayer d'aller le bloquer, je m'en vais comme ça ici, puis je vais aller placer une pierre comme ça, et on continue comme ça.
Et comme je l'ai déjà dit, dès qu'on isole un viking, disons qu'on est dans cette situation-là, c'est au tour du joueur blanc à jouer. Il décide qu'il joue avec ce viking-ci, il s'en va jusqu'ici, il fait apparaître sa rune et il la déplace jusque dans le coin-là. Le viking qui est ici est isolé. La zone est complètement fermée. Il n'y a aucun viking qui peut entrer dans la zone. Il ne peut plus en sortir. Ce viking-là ne bougera plus. On ne peut plus le contrôler et il va marquer à la fin de la partie un certain nombre de points de victoire. Et on continue comme ça jusqu'à temps que tous les vikings soient isolés. Donc en fin de partie, disons qu'on est dans cette situation-là, le joueur qui est rouge, c'est au joueur rouge à jouer, il va se déplacer d'une case et il va placer une pierre juste ici. Ça va mettre fin à la partie parce que là, chaque viking est dans une zone isolée. Il peut même y avoir des zones qui sont fermées, qu'il n'y a aucun viking à l'intérieur. Quand c'est fait, on fait simplement compter les points. On va compter chaque viking, sa zone, comporte combien de cases. Fait que j'ai un viking dans une zone à 2 cases, donc 2 points. Ici, il est à 3, 4, 5, il est à 6 cases, donc on est à 6 points plus 2, j'étais à 8. Et le viking qui est ici, est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait que 8 plus 11 points. Le joueur rouge marque 19 points. Le joueur blanc fait la même chose. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Le viking blanc a marqué 24 points. Il l'emporte donc. Et c'est ainsi qu'on joue à Ragnaroks. Et évidemment, l'une des richesses de Ragnarok, ce sont les cartes divinités. Donc si on joue en mode avancé, je rappelle que chaque joueur va avoir l'une de ces cartes-là en début de partie, et ces cartes-là vont briser le jeu complètement pour le joueur qui la contrôle. Par exemple, si j'ai le joueur de Fenrir, si j'ai Fenrir, je ne vais jouer qu'avec 2 vikings, contrairement à 3 pour mon adversaire. Par contre, si au début d'un de mes tours de jeu, je suis adjacent à un de mes adversaires, je gagne automatiquement la partie. Fait que si quand je commence mon tour de jeu, j'ai un adversaire qui est adjacent à moi, je gagne. Donc ça peut changer complètement la partie. Lui ici, on va considérer les régions wild. Je vais les marquer, c'est moi qui vais les marquer. Fait que si j'ai réussi à fermer une région dans laquelle il n'y a aucun viking, c'est moi qui vais marquer cette région-là. Ici, il y a une autre chose qui va changer pendant le scoring. Au lieu de marquer normalement, je vais marquer 1 point pour chaque pierre comme ça qui est sur le plateau de jeu. Ça change complètement qu'est-ce que je vais vouloir faire pendant la partie. Il y en a que ça va être pendant le jeu que ça va changer mon partie. Par exemple, si j'ai le pouvoir de tir, mon viking, après avoir fait mon déplacement, mon viking, je peux le changer de place avec le viking d'un adversaire qui est adjacent. Puis ensuite, je vais placer ma pierre. Ça va changer comment je vais jouer. Et comme vous le voyez, il y a un paquet de pouvoirs différents. Des fois, c'est quand j'invoque ma pierre. Des fois, c'est à la fin de mon tour. Des fois, c'est au début de mon tour. Des fois, c'est ma façon de scorer, ma façon de gagner qui va changer complètement. Et chaque carte a un pouvoir complètement différent. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Et il y en a, surtout si on a les extensions, si on trouve une version Kickstarter, il y en a dans lequel on va avoir des petites bases, on va avoir des directions à utiliser, il peut avoir différents effets, il y a un paquet d'effets différents. Si on a déjà joué à Santorini, on va avoir un petit peu le même feeling où le dieu qu'on va avoir va complètement changer la façon dont on va jouer notre partie. Donc voilà, c'était les règles de Ragnarok. J'espère que ça t'a aidé à comprendre le jeu. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, au niveau des composantes, c'est des composantes somme toute de bonne qualité. Figurines, des pierres uniques. C'est très bien réussi. Le plateau est un peu mince, le plateau de plastique brun, l'espèce de base, le tronc. Je pense pas que je vais m'en servir éternellement. Sur le plateau principal lui-même, bien que je le trouve bien solide, bien fait, il y a un côté que j'aime pas tellement, ce côté-là, que je trouve très très chargé au niveau visuel, ce qui fait que des fois, on perd un peu la précision quand on place ces pierres uniques là-dessus. J'aime toujours mieux me servir de ce côté-ci que je trouve beaucoup plus clair à comprendre. C'est très mineur. Le style visuel, je le trouve sympathique aussi, quoique on a clairement tenté de s'inspirer du style de Mr. Coddington qui avait fait le style visuel, le graphisme de Santorini. C'est le même auteur, c'est pas la même compagnie, c'est pas Roxley, c'est Grey Fox qui le fait. On a clairement tenté de s'inspirer du visuel de Coddington sans réussir à complètement aller chercher ce petit charme. Je préférais le visuel de Santorini, mais encore une fois, c'est très mineur. Au niveau du gameplay, là, ça dépend du type de joueur que tu es. C'est un jeu extrêmement abstrait. Le thème n'a aucune importance. On a 3 pions, on essaie de placer ces pions et on tente de fermer les zones qui sont le plus grandes possible en tentant de s'emprisonner à l'intérieur de ces zones-là. Il y a clairement une inspiration de type Go à l'intérieur de ce jeu-là. Go qui est un grand classique du jeu de société, évidemment. On essaie d'aller faire quelque chose de similaire sur un plateau avec un thème nordique et en allant ajouter la twist Santorini, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir des cartes de dieu qui vont complètement détruire ou modifier la façon dont il va pouvoir jouer sa partie. Ça va y amener une particularité qu'on va trouver extrêmement puissante, mais les deux joueurs ont une particularité
tout aussi puissantes l'une que l'autre, fait que les parties vont s'équilibrer et ça va amener énormément de variabilité d'une partie à l'autre, énormément de variété aussi dans la façon dont on va vouloir jouer nos parties. Tu joueras jamais la même partie deux fois parce que le pouvoir que j'ai va avoir une influence très très forte sur ma partie et le pouvoir que mon adversaire a va avoir une influence très très forte sur ma partie aussi. Je dois en tenir compte. Les premières fois qu'on joue, si on perd, généralement, c'est parce qu'on oublie de penser à ce que l'adversaire peut faire et on se concentre strictement sur ce que soit on peut faire de spécial. Si tu es un amateur d'abstrait de type Zinch ou justement Santorini, ce genre de jeu-là, probablement que c'est un jeu qui va te plaire. Il est un petit peu plus simple, peut-être moins profond que Santorini, mais il va t'amener des grandes décisions stratégiques très, très... C'est le genre de jeu que tu vas te sentir brillant quand tu réussis à faire un bon coup, à placer tes pions, tu réussis à amener ton adversaire dans un piège, il place son viking à telle place, tu réussis à le bloquer, tu réussis à te créer une très, très grande zone pour toi et à te la fermer pour que tu puisses la marquer. Ton adversaire est pris dans une petite zone. C'est un jeu dont les scores sont souvent très inégaux. Il va y avoir des parties de 40 à 8 puis des parties suivies d'une partie de 34 à 9, mais dans l'autre sens. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé personnellement, mais encore une fois, je le dis, il faut que tu aimes les jeux de type abstrait 1 contre 1. Il se joue à 2, il se joue à 3, à 4, dis-je, en équipe. Il se joue en solo. C'est pas super en solo, c'est vraiment il est à son meilleur, comme Santorini dans le fond, à 1 contre 1. Si tu cherches un bon jeu de stratégie abstrait 1 contre 1 de duel, c'est quelque chose qui peut t'intéresser si tu cherches un jeu qui a de la coopération, un jeu où tu vas avoir des énormes stratégies d'engine building ou placement d'ouvriers, c'est pas du tout ça que tu vas trouver là-dedans. Jeu de stratégie de type, pas les mêmes mécaniques, mais de type Santorini 1 versus 1. Très intéressant. Sur ça, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Il plaira pas à tout le monde, je pense, mais il va aller chercher les amateurs de jeux abstraits. Donc voilà, fait que je te souhaite une excellente fin de journée. Si c'est pas encore fait, viens t'abonner à notre chaîne YouTube, viens nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram, pourquoi pas, viens nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine, fais attention à toi.